direct de l'actu, Thomas Joubert. Et on vous donne la parole tous les matins sur Europe 1. Notre débat du jour dans un instant. Faut-il supprimer l'ISF? C'est encore une déclaration d'Emmanuel Macron qui a créé un petit couac au gouvernement hier. Dans la revue Risque, le ministre de l'économie a affirmé que la fiscalité sur le capital actuel n'était pas optimale et qu'il faudrait préférer la taxation sur la succession aux impôts de type ISF. Le ministre a aussitôt été recadré par Manuel Valls. Pour le Premier ministre, supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune serait une faute au nom même de la justice. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous nous appelez ce matin au 39 21 pour débattre avec nos invités. C'est le même numéro pour le coin des râleurs, notre répondeur sur lequel vous poussez chaque jour vos coups de gueule sur l'actualité. On écoutera vos messages tout à l'heure vers 10h40 et à 10h45, l'autocar passe à la vitesse supérieure. Comme l'a voulu le gouvernement, les liaisons longue distance en autocar ont été autorisées depuis l'été dernier. Alors les Français se sont-ils mis à ce moyen de transport pour leur déplacement? Que valent les offres? Est-ce vraiment intéressant? On en parlera avec Florent Pommier, journaliste de 60 millions de consommateurs qui a mené l'enquête. Vous écoutez le grand direct de l'actu jusqu'à 11h sur Europe 1. Thomas Joubert sur Europe 1. Le grand direct, 9h midi. C'est ce qu'on appelle un recadrage. Supprimer l'impôt sur la fortune serait une faute. Les mots sont signés Emmanuel Valls, recadrant son ministre de l'économie. Dans une interview à une revue professionnelle, Emmanuel Macron affirmait préférer la taxation sur la succession aux impôts de type ISF. Serpent de mer de la fiscalité française, l'intérêt d'un impôt sur la fortune est régulièrement remis en cause. En juillet dernier, Alain Juppé appelait lui aussi à sa suppression. Alors vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'on devrait supprimer l'ISF? Estimez-vous que cet impôt est confiscatoire? Ou trouvez-vous au contraire qu'imposer la fortune est une évidence de solidarité? J'attends vos appels au 39 21 et pour en débattre en studio, j'accueille Jean-Michel Fourgousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Elancourt, conseiller départemental Les Républicains et cofondateur de Génération Entreprise. Face à vous, Danielle Simonet. Bonjour. Bonjour. Conseillère de Paris, coordinatrice du Parti de gauche. Danielle Simonet, l'ISF, c'est quand même un totem de gauche. Pour vous, c'est pas touche à cet impôt? Mais si, il faut y toucher pour justement l'augmenter. Il faudrait d'ailleurs, au-delà de 30 000 euros par mois, mettre en place un revenu maximum et taxer à 100%. À 100% carrément. À 100%, au-delà de 30 000 euros par mois. Vous savez, c'est pas mal quand même. Franchement, vous imaginez, est-ce que vous êtes capable de vous imaginer ce que ça représente d'avoir plus de 360 000 euros par an de revenus? Au-dessus d'une certaine somme, on prend tout. Mais bien sûr, et il faut absolument organiser la redistribution. Il faut absolument organiser la redistribution des richesses. Voilà, il faut absolument organiser la redistribution des richesses et n'oublions jamais cette belle phrase de Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. Et cet impôt sur les grandes fortunes auquel s'attaque Monsieur Macron, il s'illustre là en étant vraiment l'avocat des patrons du CAC 40, l'avocat des riches, mais l'avocat donc vous des voulez que tous les riches quittent la France? Parce que c'est aussi une des conséquences. Mais non, écoutez, arrêtez. Je peux vous assurer que lorsque, par exemple, aux États-Unis, vous avez eu la tranche supérieure du revenu qui était taxée à plus de 70%, ils ne quittaient pas les États-Unis. Donc arrêtons avec ce discours-là. Aujourd'hui, l'impôt sur les grandes fortunes est sous Hollande beaucoup moins taxé qu'il ne l'était sous Chirac et De Villepin en 2007. Parce qu'à cette époque-là, c'était encore à 48%. Jean-Michel Fourgousse, il faut remettre à plat l'ISF. Mais écoutez, les Français, ils nous disent que leur priorité, c'est l'emploi marchand, que les choses soient claires. Bon, qui est-ce qui crée l'emploi marchand? C'est la croissance du PIB marchand. Comment on fait la croissance du PIB marchand? La première variable, c'est le capital. La deuxième, c'est le travail. La troisième, c'est l'innovation. La première, donc le capital. Si vous faites partir les capitaux, comme notre Danielle Simonet, Madame Simonet le dit, donc vous faites partir l'emploi marchand. Donc il faut assumer. Alors vous êtes dans le discours idéologique, c'est-à-dire le discours idéologique, c'est quoi? C'est on se narcissise, vous savez, tout seul. On se dit qu'on est le bien. Alors le capital, c'est le mal. C'est tous ces gens. Oui, là, c'est clairement deux visions qui s'affrontent. Mais non, mais vous avez inventé ce truc-là. Vous savez très bien que ça sert à rien. Ça coûte 2 fois plus cher aux Français que ça ne rapporte. Ça fait fuir toute l'élite française, les chercheurs, les créateurs, les investisseurs, les entrepreneurs. Parce que derrière le mot riche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un riche? C'est un entrepreneur, c'est un investisseur, c'est un chercheur. Mais qu'est-ce que c'est que ces mots de manipulation de la France qui ne... Et surtout qu'il ne faut pas nécessairement être riche ou très riche pour payer l'ISF, parce que ça concerne des catégories, alors évidemment un petit peu au-dessus des classes moyennes, mais il ne faut pas nécessairement être très riche aujourd'hui pour payer l'ISF. On peut se retrouver propriétaire d'une maison qui prend de la valeur ou d'un appartement et se retrouver à payer l'ISF aujourd'hui.
Et oui, donc de toute façon, vous êtes le pays, vous ne pouvez pas rester en pleine mondialisation, le seul pays à pénaliser un gars qui a un pavillon, un gars qui a une entreprise, parce que vous le faites partir. Donc de toute façon, cet impôt, je vous dis, c'est un impôt narcissique, c'est un impôt d'idéologues narcissiques qui ne comprennent strictement rien à l'économie de marché, qui en général d'ailleurs n'ont jamais créé un emploi marchand dans leur vie. Mais monsieur l'idéologue narcissique, c'est pour vous, Daniel Simonet. Et détruisent. Vous êtes en train de détruire le modèle économique français. Le seul modèle de développement économique qui est reconnu au monde, c'est l'économie de marché. Vous êtes quand même d'inspiration communiste. Vous luttez contre le capitalisme, contre l'économie de marché. Voilà. Vous démolissez le modèle économique français, donc vous continuez. Écoutez, vous avez quand même 2 bénéficiaires sur 3 qui possèdent un patrimoine supérieur à 5 millions d'euros. Voilà les grandes fortunes qui sont concernées par l'ISF. Oui, mais donc, ça commence à 1 million 300 000. Je ne pleure pas sur leur sort. Écoutez, on sort d'un scandale, Panama Papers, et qui montre que voilà, quand on a 80 milliards d'évasion fiscale chaque année, donc qui coûte extrêmement cher à l'État, l'urgence, est-ce que c'est de préserver les intérêts des ultra-riches en remettant en cause l'impôt sur les grandes fortunes, parce que finalement c'est la proposition que fait Monsieur Macron. Après le scandale Panama Papers, où on voit sous prétexte d'optimisation fiscale, cette illégalité la plus totale pour planquer les avoirs dans les paradis fiscaux, qu'est-ce qu'il propose? Finalement, on supprime la fiscalité des plus riches. Comme ça, ils n'ont pas besoin de faire l'évasion fiscale. Mais quel scandale! Attaquons-nous vraiment à ce problème. Au lieu de nous dire sans arrêt qu'il n'y a plus d'argent, que c'est l'austérité et qu'il faut du coup augmenter les TVA et qu'il faut absolument bloquer les salaires. Et on se retrouve avec des taux de pauvreté catastrophiques. On est dans une situation de misère sociale Pour vous, ça développe énorme. la pauvreté. Mais on est dans une situation de misère sociale énorme parce qu'on ne prend pas l'argent où il est. De l'argent, il y en a. On peut le retrouver au Panama et dans les caisses du patronat. Voilà. Mais ce slogan, excusez-moi, il est très simple et il est très vrai. Et par contre, oui, ça a une vertu d'un point de vue du développement économique, parce qu'on sait pertinemment que cette captation des richesses qui va dans les paradis fiscaux ou qui se concentre dans un nombre très restreint de grandes familles, les familles Muliez, les familles de Bernard Arnault, eh bien c'est de l'argent qui ne circule pas. C'est de l'argent qui ne circule pas. Donc des premiers créateurs d'emplois. Par contre, oui, il faut favoriser de l'investissement là où l'activité répond à des besoins économiques, sociaux et environnementaux, à la fois en développement et en favorisant l'investissement public par une banque publique d'investissement, et aussi en favorisant le fait que les entreprises aident les PME, les PMI, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème de la création de l'emploi aussi. C'est non seulement des salaires trop bas et finalement un système qui dysfonctionne complètement parce que les carnets de commandes sont vides, mais aussi plein d'entreprises qui n'arrivent pas à avoir la possibilité d'emprunter auprès des banques qui ne prêtent pas. On a bien compris. 39-21, on va voir ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Faut-il supprimer l'ISF? Emmanuel nous appelle d'Angoulême. Bonjour Emmanuel, bienvenue sur Europe 1. Oui, bonjour à tous. Je souscris à 100% à ce que vient de dire Monsieur Forgous. Je trouve qu'il y en a marre de l'exception française des 35 heures et de l'ISF. Si c'était pertinent, d'autres pays nous imiteraient. Je propose, moi, de les remplacer par une progressivité accrue de l'impôt, c'est-à-dire créer une tranche supplémentaire. Effectivement, oui. Donc pour remplacer l'ISF et donc carrément le supprimer. Jean-Michel Forgous, voilà. C'est une idée? Alors, non mais c'est une idée. Il faut une progressivité. On est tous d'accord. Mais rappelez-vous quand même que 1 million d'emplois ont été créés à l'étranger. Ne serait-ce que par le départ de l'ISF. Donc des Français partis à l'étranger. Les Français qui sont partis à l'étranger ont été créés 1 million d'emplois ont été créés par les gens que Madame a fait partir et est contente d'avoir fait partir de France. Mais selon vous, ils auraient pu les créer en France. Mais bien sûr. Mais on a 300 personnes les plus riches de Suisse. Les 300 personnes les plus riches de Suisse, en général, qui sont les plus créatives également. Il y a 75 Français sur les 300. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on a 6,5 millions d'emplois de chômeurs, pardon. Est-ce qu'on se rend compte que il y a 10 000 millionnaires français qui ont quitté la France en 2015, plus que dans n'importe quel autre pays au monde. Est-ce qu'on va arrêter de persécuter? La France est une Ferrari, c'est une Formule 1. Le combustible, c'est le capital. Vous allez arrêter de faire partir le capital. Comment voulez-vous créer? Il y a 5 millions d'emplois supplémentaires en Angleterre qu'en France. Il y a plus de 100 millions d'emplois anglais
en Angleterre, en France, que par rapport à la France. Mais c'est le capital qui fait la différence. Vous allez arrêter de persécuter. C'est un échec total, votre truc. Mais Jean-Michel Fourgou, les paradis fiscaux, c'est vous. Depuis des mais années, Monsieur Mélenchon, écoutez. c'est le premier développeur de paradis fiscaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il crée l'enfer fiscal français. Oh, Et c'est l'enfer fiscal, carrément. Mais oui, en ce moment, ce sont les vous êtes riches le qui seul souffrent pays dans au notre monde pays. qui avait gardé Mais vous êtes cet une impôt dévastateur. Et c'est l'enfer fiscal qui crée Ah le là paradis là fiscal. là C'est là comme là ça que là. les gens partent se cacher, etc. Mais oui, bien sûr. Mettez Il faut une absolument fiscalité européenne. préserver les privilèges des Mettons une riches, c'est fiscalité ça européenne, l'enfer. Non, mais progressive. écoutez-vous. Mais pas idéologique. Pas idéologique. Et c'est pas des salopards, c'est eux qui vous payent, qui créent Oui, la c'est richesse ça, de ce pays, c'est qui ça. créent votre niveau de vie, C'est qui ça. créent le niveau d'emploi, votre C'est sécurité ça. sociale, les routes, les écoles, c'est eux qui payent. Eh bien Il y a non. 1% des Français qui payent presque 5% C'est de le l'impôt. travail, la Vous sueur. n'en faites pas C'est le partie travail, d'ailleurs. c'est le travail et la Je sueur. remarque que vous ne faites pas partie des gens qui payent beaucoup d'impôts. C'est le travail et la sueur de milliers et de Bien milliers de sûr. femmes et d'hommes Oui. qui Mais Mao créent la Tse-tung richesse de Mao ceux Tse-tung disait qui la la même chose, détournent. et il a tué 20 millions de Écoutez-vous, personnes. écoutez-vous. Ouais. Mao Tse-tung, il a la même chose. Hein. Allez, je remercie Emmanuel au sein d'Europe 1. On a compris qu'on va pas vous mettre d'accord d'ici la fin de ce débat. Marc nous appelle maintenant de Paris. Bonjour Marc. Oui, bonjour monsieur, et merci de me prendre. Je suis désolé par le discours démagogique de la personne qui m'a précédé, de cette personne de gauche. C'est vraiment un discours démagogique de gauche, elle confond tout. L'ISF est un impôt complètement illusoire, qui ne rapporte rien à la France et qui au contraire a fait partir plein de gens qui payaient des impôts en France. Qu'est-ce qui reste maintenant pour payer des impôts? Des classes moyennes. Et moi je peux vous dire que c'est un impôt qui va à l'encontre de ce qu'il faut parce que ça enlève du pouvoir d'achat aux gens. Ce que l'on a donné à l'ISF, on ne peut pas le donner à l'industrie française. Moi-même, qui suis, parce que je paye effectivement l'ISF, mais je suis un tout petit à côté des personnes dont elle parle, Panama et autres, qui n'ont rien à voir avec ça, hein, je n'ai pas changé ma voiture parce que je devais donner cet argent à l'ISF. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça aurait été parfait pour l'industrie française que je puisse changer ma voiture. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Marc, et c'est sans doute votre cas. Il ne faut pas nécessairement être très très riche pour être soumis à l'impôt sur la fortune. Il y a un hiatus parfois entre le patrimoine et les revenus. Vous avez des gens... Oui, parce que le patrimoine, ça peut être une maison, un appartement. L'appartement principal a augmenté de valeur parce que le marché est ainsi, et qui finalement tombent dans l'ISF, alors qu'ils n'ont même pas le revenu pour entretenir cet appartement. Daniel Simonet, vous l'entendez ça? Alors, il faut savoir que seuls les patrimoines de plus de 1,3 million d'euros sont imposables. Et le calcul de ce patrimoine est fait après déduction. Abattement de 30% de la valeur de la résidence principale. Par contre, écoutez-moi monsieur, par contre, ce qui est important, oui, je souhaite, et ce que n'a pas du tout fait Hollande, qu'on rétablisse 15 tranches d'impôt sur le revenu pour permettre la plus grande progressivité. Des tranches supplémentaires, donc. Je pense qu'il est important de mettre en place jusqu'à 100%, un revenu maximum, parce que je pense qu'il y a une indécence totale dans ce pays. Et je pense également combien c'est le revenu maximum? Eh ben, le revenu maximum au-delà de 30 000 euros par mois. Voilà, pourquoi taxation à 100%. Je crois que le seul important, c'est d'enlever cet ISF. Laissez-moi terminer, monsieur. Valls était contre l'ISF, il a tourné sa chemise. Et monsieur Macron aussi. Mais écoutez, moi je pense qu'il y a une nécessaire révolution fiscale dans ce pays, parce que ceux qui grèvent énormément le pouvoir d'achat, ceux qui grèvent énormément le pouvoir d'achat de celles et ceux qui nous écoutent, c'est notamment par exemple la TVA. Quand vous avez, vous savez que le salaire médian, est-ce que vous savez à combien il est le salaire médian aujourd'hui? C'est-à-dire la moitié de la population touche en dessous de entre 1 200 euros par mois. D'accord? Vous avez la moitié de la population qui est dans ces tranches de revenus-là. Hein, donc il faut le réaliser. Et donc quand vous payez de la TVA sur vos petites courses, sur vos courses de tous les jours, eh bien ça grève beaucoup plus votre pouvoir d'achat. Ça c'est un impôt totalement injuste socialement. Et donc la révolution fiscale, c'est pas de choisir entre l'ISF ou l'impôt sur les successions, c'est de pouvoir rendre les impôts plus justes, plus progressifs, et donc de s'attaquer aux deux. Faut-il supprimer l'ISF? C'est notre question du jour dans le grand direct de l'actu. Beaucoup d'appels au standard. Paul, Jean-Michel, Sylvain, Jeanne, Dominique, Jean-Philippe sont en attente. On prend leurs appels dans un instant. À tout de suite. Europe 1. Le grand direct de l'actu ce matin avec cette question, Thomas Joubert, que vous posez aux auditeurs d'Europe 1. Faut-il supprimer l'ISF? Et vous recevez Jean-Michel Fourgous, maire d'Elancourt, conseiller départemental Les Républicains et cofondateur de Génération Entreprise, face à Daniel Simonet, conseillère de Paris, coordinatrice du Parti de gauche. Et je prends Jean-Michel au sein d'Europe 1, 3921. Jean-Michel qui nous appelle de Dardilly. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je voudrais planter le décor d'abord. Je viens d'être expulsé de chez moi.
Je n'ai pas un sou d'avance, je suis au chômage, je n'ai pas encore touché mon chômage, et malgré tout, je suis totalement contre l'ISF, qui est une pure connerie contre-productive. Je voudrais dire, il y a un vieux proverbe qui dit « la jalousie est mauvaise conseillère ». Et je pense que toute la gauche, tous les programmes de gauche sont fondés sur la jalousie et ça finit par faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire. D'ailleurs, ce qui caractérise la gauche, c'est que la gauche fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire en permanence dans tous les domaines. Alors je vais vous dire pourquoi c'est une connerie l'ISF, parce que ça fait partir des gens qui resteraient en France, qui consommeraient en France, qui emploieraient en France, qui auraient du personnel en France, qui paieraient leurs impôts en France. Ils sont partis par milliers, j'en connais moi personnellement, et des très riches, qui sont partis par milliers et ça va continuer. C'est stupide et ridicule. De même qu'on se plaint de la désertification des campagnes, etc. Mais avant, vous aviez des gens qui avaient une petite industrie, qui en faisaient hériter leurs enfants. La gauche a trouvé ça monstrueux, alors qu'ils trouvent tout à fait normal que tous les fils d'artistes qui viennent à longueur de journée faire leur discours de gauche sur vos plateaux sont des fils d'artistes, fils de musiciens, fils de gens du cinéma, etc. Mais pour ce qui est de l'industrie, on est contre, alors que c'est des gens qui créent, qui emploient, qui payent. Et donc, les gens qui étaient maires de leur village, qui étaient conseillers généraux, qui étaient très contents d'être là, faisaient tout pour garder les emplois là où ils étaient, parce qu'ils en bénéficiaient aussi, ils avaient une petite aura. Finalement, on les a fait partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Les fonds de pension américains sont arrivés et hop, ils ont liquidé tout le monde. Donc la gauche devrait arrêter de baser toute sa politique sur la jalousie qui ne mène à rien. Et on en revient à l'emploi en plus. Exactement le contraire de ce qu'elle veut faire. Et on en revient aux conséquences sur l'emploi. On a bien compris, Jean-Michel, que vous n'étiez pas de gauche, ça c'est certain. Ah bah ça risque pas, donc je le ferai jamais. Puis je vais vous le dire un truc, ça me fait vraiment de la peine. Parce que les gens de gauche disent je suis de gauche, ils ont tout dit. On dirait qu'ils sont loin par le Christ en disant je suis de gauche. Mais la gauche, une fois qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Rien. Alors on va essayer de vous faire dialoguer avec... Foutre le bordel et foutre le pays à feu et à sang, ils n'ont rien fait du tout. On va essayer de vous faire dialoguer avec Danielle Simonet, la conseillère de Paris. Alors, déjà, petite remarque. Nous avons donc ça me désespère parce qu'elle est dogmatique. Oui, mais laissez-la s'exprimer au moins, Jean-Michel. Dans la réalité, comme tous les gens d'ailleurs, ils sont en dehors de la réalité. Oui. Alors, on laisse répondre Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche. 3 auditeurs qui sont donc pour la défense de l'ISF. J'espère que les prochains auditeurs que vous allez nous permettre d'entendre tiendront aussi une autre opinion pour que le respect du débat démocratique soit garanti. Vous savez, sur la question de l'évasion fiscale, c'est pas vous que je parle, monsieur. Comme vous qui discutent à longueur de journée, des gens qui représentent 3% de la population. Hollande devrait démissionner, 13%. Mais moi je suis pour qu'il démissionne Hollande. Vous savez quoi? Je suis d'accord avec vous. Du calme, Jean-Michel. Parce que vous savez... Bon, il y a au moins un point sur lequel vous êtes d'accord, c'est que Hollande doit partir. Je suis en total désaccord avec la... Mais elle sera pas de gauche, je vous le dis, parce qu'on en a ras-le-bol de la gauche et de ses idées à la con. Ça fait des années que vous nous emmerdez, vous êtes des ultra-minoritaires, vous parlez démocratie, vous la foulez au pied tous les jours, la démocratie, parce que la démocratie, c'est le plus grand nombre qui décide, c'est pas les ultra-minoritaires qui ont bénéficié d'une pipe de Strauss-Kahn à Paris. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, effectivement, Jean-Michel, on a bien compris que vous étiez très en colère. Juste une réponse de Danielle Simonet. Alors moi, je ne me reconnais absolument pas ni dans la politique de François Hollande, ni dans la politique de Manuel Valls, encore moins celle de Macron. Assumez. Puisqu'il défend une politique libérale qui d'ailleurs en ce moment est défendue tant par Gattaz que par monsieur et l'ensemble de son parti, les Républicains. Par rapport à cette inquiétude, mon Dieu, que les riches quitteraient la France et du coup, c'est fait déjà. Ça serait une catastrophe pour notre économie. Je reviens sur l'argumentaire suivant. Nous avons 80 milliards d'évasion fiscale, donc un manque à gagner qui est énorme. Si on récupérait cet argent, eh bien oui, on serait en capacité de mettre en place une politique de redistribution des richesses et de garantir les droits sociaux à toutes les femmes et les hommes de ce pays. Contre l'évasion fiscale, qu'est-ce qu'ils font les Américains? Je veux dire, les États-Unis, vous n'allez pas me dire que c'est les chantres du gauchisme, ou du communisme. Bien. Les USA passent des accords entre pays contre le secret bancaire et faire en sorte que les ressortissants, oui, c'est pour ça que ce n'est pas non plus pour moi un exemple de démocratie. Ils sont première puissance mondiale. Les ressortissants américains qui ont, par exemple, un compte bancaire en France, eh bien, sont obligés. La banque est obligée de rendre compte des avoirs de ses ressortissants. Pourquoi est-ce que la France n'est pas fichue de mettre en place le même principe pour exiger justement de l'ensemble des riches qui se barrent dans les paradis fiscaux ou qui se barrent à l'étranger d'avoir l'obligation de payer leurs impôts en France. Aujourd'hui, je constate aussi une autre chose sur l'impôt sur les sociétés. Comment se fait-il que sur l'impôt sur les sociétés, vous avez des sociétés du CAC 40 qui payent entre à peine 0 et 8%. Regardez, écoutez la colère des taxis, ils ont bien raison de dénoncer l'ubérisation. L'Uber qui ne paye même pas d'impôts en France, quand par contre les PME, PMI, elles, au niveau de l'impôt sur les sociétés, sont taxées à plus de 30%. Voilà les scandales de l'ensemble du système injuste fiscalement. Allez, on va revenir à l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Je prends Catherine à Grenoble. Bonjour Catherine. Bonjour
Jean-Marc. Alors c'est Thomas Joubert qui vous accompagne ce matin sur Europe 1, mais Catherine, vous n'êtes pas imposée sur l'ISF. Non, je ne suis pas imposée sur l'ISF et loin s'en faut. Ma position est la suivante, l'ISF est un impôt complètement aberrant. Il faut effectivement le supprimer pour que les gens qui ont des revenus et qui puissent investir reviennent en France. Quant à moi, je suis cadre supérieur, mon mari aussi. Si on pouvait s'évader fiscalement, on le ferait. Ah oui, carrément. Parce que, évidemment, tout cet impôt non payé par les riches, ce sont les classes moyennes, comme a dit un interlocuteur précédent, qui les payent. Et il y en a marre, parce qu'on est taxé au maximum de manière disproportionnée. Et c'est pas normal. Surtout quand vous êtes comme vous, cadre supérieur, donc dans la classe moyenne, quoi. Oui, voilà, cadre supérieur moyen. Si je pouvais aller en Suisse, moi j'habite à Grenoble, ça ne me dérangerait pas d'y aller et de me trouver un boulot en Suisse, comme d'ailleurs beaucoup de Grenoblois de la région ont fait. Faut pas s'imaginer, ils habitent en France, mais ils vont bosser en Suisse. Donc évidemment, entendez Catherine, si c'était possible, il y a beaucoup de gens qui le feraient, toute classe moyenne, qui sont. Merci beaucoup pour votre témoignage. Herveline maintenant nous appelle de Vezin. Alors voilà, enfin quelqu'un qui va aller dans le sens de Daniel Simonet. A priori, bonjour Herveline. Bonjour. Donc du coup, moi, être contre ou pour l'ISF, moi personnellement, je suis plutôt pour. Surtout que le principe était aussi de taxer sur les héritiers après. Donc on va encore taper sur la classe moyenne. Moi, par exemple, là, mon grand-père est décédé, mes parents ont un bon revenu, mais pas de là non plus à payer l'ISF. Et donc, c'est eux qu'on va encore taxer par rapport à l'héritage que va toucher mon grand-père, de mon grand-père. Donc, c'est plutôt ça qu'il faudrait revoir. Quelqu'un qui a bossé toute sa vie, voilà. Donc, est-ce qu'il faut encore qu'on taxe les petits pour sauver les gros? Je suis pas persuadée. Et puis après, il faut pas oublier non plus que l'impôt, c'est pas non plus une maladie. C'est quand même ce qui paye nos écoles, nos hôpitaux. Vous avez dit au standard, Herveline, je lis votre fiche, c'est super cool d'en payer. Bah ouais, moi je serais hyper contente de payer des impôts et d'en payer plein pour la simple et bonne raison que il faut être aussi solidaire avec les gens, quoi. Enfin, moi, ça me paraît aberrant que on partage pas cette richesse, quoi. Ça, c'est une question de solidarité, Jean-Michel Fourgousse. Pour payer les hôpitaux, pour payer l'école, pour payer tout ça, qui est gratuit dans notre pays. Il faut pas l'oublier. C'est vrai, elle a raison, Herveline, Jean-Michel Fourgousse. Elle a raison, madame. Non, mais écoutez, dans le modèle français, il y a des bonnes choses. Cela dit, je vous rappelle qu'en France, sur 5 millions de fonctionnaires, il y en a 1 million qui sont des militants qui sont rentrés par accord politique, ils ont aidé un homme politique. Quel rapport, Jean-Michel Fourgousse ? Ça coûte 50 milliards, 1 million à 50 kilos euros le fonctionnaire, ça coûte 1 million, ça coûte 50 milliards. 50 milliards, c'est le montant globalement de votre impôt sur le revenu. Ça veut dire que vous payez des impôts. Allez, méprisons les fonctionnaires, bien sûr. Vous payez des impôts, mais pas seulement pour les pauvres, pas seulement pour la protection. Vous payez des impôts pour entretenir un système étatiste qui est très engagé politiquement aujourd'hui, tenu par deux grands partis. Ça coûte 50 milliards par an. Voilà. Donc, faut bien savoir, quand on paye des impôts, c'est pas pour les pauvres, c'est pas pour l'hôpital. Non, arrêtons de dire ça. La France a un problème avec son État qui aujourd'hui entre les mains d'une idéologie dévastatrice et qui fait partir les créateurs d'emplois. Le débat fait rage ce matin sur Europe 1. Faut-il supprimer l'ISF 39-21? À tout de suite. Europe 1. Et une question aujourd'hui à la une du Grand Direct de l'Actu. Faut-il supprimer l'ISF? Vous pouvez vous exprimer au 39-21 et Thomas Joubert reçoit Jean-Michel Fourgousse, maire d'Elancourt, conseiller départemental Les Républicains et cofondateur de Génération Entreprise, face à Daniel Simonet, conseillère de Paris, coordinatrice du parti de gauche. 39-21, Sylvain nous appelle d'Arles. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour, merci de me prendre à l'antenne. J'entendais depuis tout à l'heure, il y a un truc qui me choque, c'est que j'ai l'impression que maintenant être riche, ça devient une insulte. Mais c'est grave. En France, quelqu'un qui gagne de l'argent est mal vu et donc surtaxé, taxé et tout. Moi, je travaille dans le monde du volet roulant. Je visite des gens qui viennent vendre du volet roulant chez vous et tout. Des volets roulants. Oui. Ces gens-là qui achètent du volet roulant, en général, moi je travaille sur mes clients travaillent des fois sur des grosses villas et tout. Mais heureusement qu'il y a ces gens-là qui ont du pouvoir d'achat. Sinon, comment on fait pour vendre nos produits? Comment on fait s'il n'y a pas ces gens-là?
si vous les surtaxez, à un moment, ces gens vont partir, vont en avoir marre. Moi, je vois des chefs d'entreprise qui me disent que je vois travailler comme des fous, travailler ardemment pour gagner leur vie correctement. Ils me disent, on se fait, mais vraiment, surtaxer de partout. Et ils disent eux-mêmes, leurs clients disent, écoutez, non, j'ai reçu mes impôts, je vais attendre pour investir dans les volets roulants, les choses comme ça, ou les fenêtres, des choses comme ça. Ils s'équipent plus. Pourquoi? Ils se font surtaxer. À un moment, il faut arrêter. Être riche en France, c'est mal vu. Mais arrêtons, ne soyons pas jaloux. Moi, je suis admiratif de gens qui gagnent de l'argent. Je vais pas être jaloux des gens qui gagnent de l'argent. Au contraire, essayons de savoir comment ils font. On parle des riches et des petits. Mais c'est quoi les petits? Est-ce qu'ils se sont donné la peine? Moi, je vais dire, je suis commercial, je gagne correctement ma vie, mais ça fait plus de 20 ans que je suis commercial. Pour en arriver où j'en suis et gagner correctement ma vie, je veux dire, je me suis donné, j'ai fait du porte-à-porte, des choses comme ça. À un moment, il faut se donner les moyens de réussir. Vous n'êtes pas aux 35 heures, vous. Vous payez pas l'impôt sur les grandes fortunes, monsieur? Non, je ne paye pas d'impôt sur les grandes fortunes, donc mais je comprendrai par contre... par les très riches. Oui, mais en même temps, ses clients, visiblement, sont concernés. Oui, mais ne vous inquiétez pas, quand ils payent l'impôt sur les grandes fortunes, monsieur, il leur reste encore beaucoup d'argent. Et alors, et tant mieux, voilà, comme dit monsieur. Mais donc, la priorité n'est pas de préserver les privilèges des plus riches. Et vous inquiétez pas, même avec l'impôt sur les grandes fortunes, même avec l'instauration d'un revenu maximum, il reste encore beaucoup d'argent à ces familles-là pour pouvoir acheter des volets roulants. Les emplois, le million d'emplois publics. L'ancienne entreprise dans laquelle je travaillais, le directeur général gérait 1500 personnes. Ça veut dire 1500 familles. Si cette personne-là n'est pas capable, s'il n'a pas fait d'études, il mouille pas la chemise, s'il prend pas des risques, à un moment, c'est normal qu'il gagne correctement sa vie. Mais si ce chef d'entreprise gagnait même 100 000 euros par mois, mais bravo, il gère 1700 familles. Et à un moment, si demain, il ne sait pas gérer l'entreprise, il met 1700 familles en difficulté. Il ne faut pas les pénaliser, ces gens-là. Non, ils ont assez de soucis à gérer leur entreprise. On a bien compris, Sylvain. Est-ce que vous avez vu le film Merci Patron de François Ruffin, monsieur? Moi, je vous invite vraiment à le voir, ce film. Personne l'a vu. J'espère qu'il passe dans un cinéma près de chez vous. Et vous découvrirez comment fonctionne, par exemple, monsieur Bernard Arnault. Et ce sera très intéressant pour vous. Oui, et mais vous verrez, entre Bernard Arnault et des petits patrons, il y a quand même une grosse marge. Je ne parle pas des petits patrons. Vous demandez le départ de Bernard Arnault de France. Justement, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, je trouve ça scandaleux que les sociétés, l'impôt sur les sociétés, prennent 30% sur les petites entreprises, quand par contre les grandes entreprises, eh bien c'est entre 0 et 8%. Voilà une inégalité fiscale qui est totalement aberrante. Parce que ceux qui créent de l'emploi, c'est bien plus les petites entreprises, quand vous avez par contre les grosses entreprises comme Bernard Arnault qui ont liquidé nos infrastructures industrielles en les délocalisant. Ben voyons. Merci beaucoup Sylvain. D'autres appels. Jean-Philippe de Saint-Paul dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Jean-Philippe. Oui, bonjour Thomas. Alors que pensez-vous de cette suppression de l'ISF? En fait, moi j'ai deux propositions. Je pense qu'elles devraient mettre d'accord tout le monde en fait. La première proposition, elle est très simple, parce que j'entends beaucoup de vos intervenants qui disent si on taxe trop les riches, ils vont partir. Il suffirait d'attacher l'impôt à la citoyenneté, beaucoup par exemple. C'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure. Donc attacher l'impôt à la citoyenneté. Mais ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Suisse. C'est ce que je défendais. Donc voilà, donc les gens qui partent ne seront plus français. Ça changerait rien. Non, ceux qui partent, ils payent la différence. Exactement. Et s'ils veulent pas, ils renoncent à la citoyenneté. Parce que la France, l'impôt, c'est pas parce qu'on est contre les riches. L'impôt, c'est pour assurer une solidarité. C'est le système de santé. On peut revenir en France se soigner envers qui? À n'importe quel moment. Donc voilà. Envers les pauvres, envers tout le monde, ou envers un parti politique. Envers tout le monde. Moi, je fais pas de démagogie. Je dis, on attache l'impôt à la citoyenneté. Tout le monde, vous êtes sûr? Eh bien, je suis d'accord avec Jean-Philippe. Et justement, voilà une solution qui devrait mettre tout le monde d'accord et qui devrait répondre à l'argument. Si on taxe trop, ils vont partir. Eh bien, on ira chercher leur argent là où ils sont. Exactement. Ce que font les USA, la France devrait pouvoir le faire. Bonne idée, Jean-Philippe. C'est les accords Merci entre beaucoup. pays contre le secret bancaire qui permettent justement d'exiger des ressortissants de payer la différence fiscale qu'ils auraient dû payer s'ils étaient restés en France. Merci de votre appel, Jean-Philippe. Damien maintenant à Vincennes. Bonjour Damien. Oui, bonjour. Alors, que pensez-vous de la suppression de l'ISF? Écoutez, moi déjà j'aurais voulu réagir à deux choses que j'ai entendues. La première, quand on dit que l'ISF n'est pas rentable,
Je pense que c'est une erreur puisque l'ISF rapporte, je sais plus, 5 ou 7 milliards d'euros par an. 5 milliards d'euros par an. 5,4 milliards. C'est l'impôt le plus rentable aujourd'hui dans lequel l'État français a investi puisqu'il demande très très peu de maintenance au niveau du personnel. Donc je pense que c'est une illusion de penser qu'on puisse le supprimer. Tous ceux qui l'ont 20 milliards de recettes de TVA, rien qu'avec ça par an. C'est la 20 première milliards de recettes de TVA perdues. Je vais continuer, à cause Les projections sont Laissez parler Damien. Si vous permettez, je fais juste mon raisonnement. Ensuite, la deuxième chose que j'ai entendue, c'est ce qu'on paye en ISF, on n'investit pas dans l'industrie. De par ma profession, je sais qu'aujourd'hui, vous pouvez investir dans l'industrie française et déduire 50% de ce que vous mettez dans l'industrie française de votre ISF. Vous faites quoi, Damien? Je fais de la stratégie patrimoniale. Donc, la fiscalité est une partie, pas forcément de votre travail. De mon travail. Mais donc, aujourd'hui, vous investissez dans de la PME française, ou même européenne d'ailleurs, si vous voulez. Vous pouvez en déduire une partie de votre ISF. Donc, quelque part, vous prenez un risque, c'est vrai, mais vous faites travailler l'économie, vous donnez une chance à un petit patron, et aujourd'hui, c'est un peu le problème de la France, c'est qu'on a des problèmes de financement de nos entreprises. Donc c'est un moyen de le faire. Du coup, l'ISF, quelque part, va favoriser l'investissement dans la PME. En revanche, là où je trouve que c'est pas normal, pas logique, cet impôt, c'est que on taxe aussi bien du patrimoine productif que du patrimoine non productif. Patrimoine non productif, c'est votre comme les apparts et les maisons, c'est ça, les résidences principales. Votre résidence Mais secondaire. les biens professionnels sont exonérés, monsieur. Les biens professionnels sont exonérés. Non, mais le bien professionnel, c'est un autre sujet. Je parle de patrimoine productif ou non productif. Le non productif, c'est votre résidence principale, par exemple. Quelqu'un qui a acheté un appartement, je vais prendre Paris parce que c'est la ville que je maîtrise le mieux au niveau de l'immobilier. Et c'est la ville la plus chère aussi. Mais voilà, quelqu'un qui a acheté un appartement il y a 30 ans, à 100 mètres carrés dans Paris il y a 30 ans, aujourd'hui il est à l'ISF malgré lui, quel que soit ses revenus. Oui, l'appart, il vaut forcément 1 million d'euros. Un abattement de 30% de la valeur de la résidence principale. Mais oui, mais 30%, c'est ridicule sur un bien non productif. Que ce soit sur un appartement productif, de toute façon, c'est illusoire de penser qu'il sera supprimé cet impôt, ce qui est trop rentable. Donc, soit faisons avec. Mais des modalités de calcul peut-être plus justes à mettre en place. On a bien compris, Damien. Je donne la parole à Paul, à présent à Saint-Étienne, qui va éteindre sa radio pour qu'on puisse bien l'entendre. Bonjour, Paul. Est-ce que vous êtes avec nous, Paul? Bon, on va essayer de la reprendre dans un instant. Christine, à Créteil. Bonjour, Christine. Oui, bonjour. Je suis retraitée. J'ai très peu de revenus. Je suis absolument contre le fait que l'on prélève l'ISF. Et je m'explique. Bien des gens ont dit à peu près la même chose que ce que je vais dire. D'abord, 30 000 euros, puisque ça serait le commencement, ça nous fait 200 000 balles, 200 000 francs. 200 000 francs, je trouve que ça n'est pas beaucoup. Ça n'est pas beaucoup. C'est beaucoup plus que ce que j'ai, mais ça n'est pas beaucoup. Quelqu'un qui gagne... Par mois, vous parlez, Christine, hein? Par mois, tout à fait. Ça n'est pas beaucoup. Quelqu'un qui gagne ça par mois, il a forcément une ou deux, quelque chose pour l'hiver, quelque chose pour l'été. Il y a des jardiniers, il y a des gens de ménage, il y a les restaurateurs. Enfin, ces gens dépensent de l'argent et font fonctionner... Mais ils vont continuer, hein? Parce que ils vont continuer à avoir beaucoup d'argent à dépenser, madame. Je vous assure. Mais j'espère bien, madame, qu'ils vont continuer. Moi, je vais vous dire, j'habite l'appartement de ma grand-mère. Et heureusement que j'ai cet appartement, parce que là, c'est quelque chose de court. Si à un moment donné, on n'a pas pu franchir une marche pour diverses raisons de la vie, eh bien, on est bien content. Je suis absolument contre ça. Je voudrais que tous les gens qui ont de l'argent reviennent en France et qu'ils trouvent en France un paradis fiscal où on ne cache pas l'argent, mais où on devienne un paradis. Bravo, madame. Carrément. Que la France devienne un paradis fiscal et pas un enfer fiscal. Les écoles, les hôpitaux, nos routes, tous nos services publics. L'égalité à géométrie variable, ça me déplaît. 20% à tout le monde. Et tout le monde, et ceux qui... D'accord, un impôt unique. Et oui, et même les petits revenus seraient beaucoup plus élevés. Parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas besoin de 100 000 francs par mois ou quelque chose comme ça. Ils sauraient peut-être même pas quoi en faire, mais qu'ils vivent bien correctement. Que quelqu'un qui conduit un camion n'ait pas 1000 euros ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai un fils, je vais vous dire, j'ai un fils qui est médecin, qui est chirurgien. On gagne 3 cacahuètes à l'hôpital parce qu'on fait 35 heures en 2 jours. Et il est taxé à mort. Et je n'ai pas du tout envie que pour ces taxes, alors je déborde un petit peu, moi j'ai pas du tout envie que le fait qu'il soit taxé, ça soit pour payer les avortements ou pour payer les dents des ça n'a plus rien à voir, Christine. Merci beaucoup pour votre appel. C'est intéressant de voir justement comment débordent les propos. Parce que voilà, quand on est attaché à l'hôpital public,
et qu'on assume justement un hôpital public qui garantit l'égalité des droits entre toutes et tous, et y compris l'égalité des droits et les droits des femmes à disposer de leur corps et le droit à l'avortement. Eh bien, on doit payer cet hôpital public, et c'est ça le fondement de l'impôt républicain, c'est de permettre justement par la contribution de chacun en fonction de ses moyens à répondre aux besoins de l'ensemble de la communauté. C'est le principe de l'impôt. Corinne, à Strasbourg. Bonjour Corinne. Un instant. Chacun Corinne. en fonction de ses moyens. Bonjour Corinne. Oui, bonjour à tous. Vous trouvez ça injuste, l'ISF? Oui, je trouve ça injuste. C'est-à-dire que moi, je dis pas c'est bien, c'est pas bien, je suis pour ou je suis contre, je dis juste c'est injuste. C'est-à-dire que, je m'explique, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, qu'ils soient taxés à hauteur de ce qu'ils gagnent et qui payent l'ISF, moi, je trouve ça absolument normal, que ce soit en France, à l'étranger, peu importe. En revanche, là où je trouve qu'il y a une vraie anomalie, c'est les gens qui sont taxés de l'ISF parce qu'ils ont un patrimoine foncier. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec des appartements ou des maisons. C'est ça. Et en fait, moi, j'ai souhaité intervenir parce que j'ai gardé en mémoire, il y a plusieurs mois de ça, j'avais un jour entendu à la radio une petite grand-mère qui payait l'ISF et elle était, je sais plus, sur l'île d'Oléron, quelque chose comme ça. Elle avait une toute petite retraite, mais effectivement un patrimoine qui avait été valorisé, qui était un patrimoine familial, qui valait je sais plus combien d'argent, et elle était face à cet impôt. A priori, oui, un patrimoine supérieur à 1 300 000. Merci beaucoup Corinne de votre appel. Daniel Simonet, un mot de conclusion. Parce que, non, mais un mot de conclusion, vraiment. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui non seulement impose la loi El Khomri en faisant croire que le problème c'est de aider les entreprises à licencier, et on a monsieur Macron qui veut nous faire croire que le problème c'est que les riches dans notre pays seraient trop taxés. On a vraiment un gouvernement qui a changé de camp. Donc soyons nombreux aux manifestations. Cela dit, Manuel Valls l'a recadré, il n'en est pas question aujourd'hui. Oui, il a recadré, mais enfin n'empêche que l'ISF aujourd'hui taxe moins que sous Chirac. Alors, voilà, donc d'égalité. Alors, continue à nous mobiliser pour le retrait de la loi El Khomri. Et vive les nuits debout et vive la contestation citoyenne pour exiger la redistribution de la richesse. On vous reconnaît bien là. Jean-Michel Forgousse, la parole est à vous. Je rappelle que l'ISF, globalement, d'après plusieurs experts, les chiffres varient entre 200 et 600 milliards de départ. Bon, il y a un chiffre autour de 500 milliards sur lequel on peut donc fait partir, depuis la création de l'ISF, on a fait partir 500 milliards d'actifs de capitaux. Bon, on aurait mis ces 500 milliards. Est-ce qu'on peut parler? Voilà. On aurait mis ces 500 milliards sur la recherche médicale, vous auriez résolu le cancer, je pense. Un 500 milliards, je pense que c'est l'équivalent avec des si, vous savez, on peut mettre l'équivalent. Allez, on arrive au terme de ce débat. C'est l'équivalent de la révocation de l'édit de Nantes, je vous rappelle. À peu près, vous êtes à peu près là. Et dernier point, je vous rappelle que les entreprises françaises sont 2 à 4 fois moins capitalisées que leurs concurrents anglais, allemands, américains. 2 à 4 fois moins capitalisées. Si demain vous faites revenir les capitaux, eh bien, vous allez résoudre le problème de l'emploi, parce que ça se résout par le transfert de capitaux. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Jean-Michel Forgousse, maire d'Elancourt, conseiller départemental Les Républicains, cofondateur de Génération Entreprise, était face à Daniel Simonet, conseillère de Paris, coordinatrice du Parti de gauche. Le coin des râleurs à suivre sur Europe 1. Europe 1. Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. Et dans un instant, on va parler des liaisons en autocar. C'est une nouveauté mise en place par le gouvernement depuis l'été dernier, le développement de ces liaisons grande distance en France en autocar. Mais que valent les compagnies? Le magazine 60 millions de consommateurs a enquêté, et les résultats de cette enquête, ce sera dans un instant, juste après le coin des râleurs. Vos messages et vos coups de gueule sur l'actualité, c'est au 39 21. Vos messages après le bip. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Ouais, je suis scandalisé. J'appelle pour râler, mais il y en a marre. Ça devient très désagréable. Bonjour Thomas, Michel de Saint-Maximin dans le Var. Je vous téléphone car actuellement on parle beaucoup du Chili et des gens qui seraient corrompus. Je voudrais simplement, j'ai entendu qu'au Chili, la population est de 200 millions, il y a 513 députés. En France, 66 millions, 3 fois moins. Nous avons 577 députés. Et en plus, nos députés, nos parlementaires et donc les sénateurs s'octroient des indemnités dont la base n'est même pas légale. Corruption, il y en a dans le Chili, il y en a sûrement en France. Ça m'étonne pas du tout. Là, vraiment, je trouve que notre population de politique abuse du système. Faut croire vraiment que la soupe est bonne. La preuve. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Bonjour Thomas. Bonjour. C'est Odile de la Seine-et-Marne. Alors voilà, cet après-midi, un hommage national aux 3 soldats tués au Mali. Moi, je me dis quand même, les 500 millions d'euros que François Hollande a dégagés pour les jeunes,
pour leur aider à trouver des logements, à payer la cantine, etc., etc. Moi, j'aurais peut-être fait moitié-moitié. J'aurais mis 250 millions d'euros pour acheter des véhicules neufs aux soldats qui sont dans le désert et qui ont des véhicules vieux de 36 ans. Mais évidemment, ça rapporte moins de voix. Et je suis effondrée de voir la priorité du gouvernement, c'est 2017. Bye bye. Bonjour Thomas, c'est Fabienne de Yutz. Voilà, moi mon coup de gueule est contre François Hollande. Voilà, le cumul des mandats, tout ça, il a dit que lui il ferait pas. Je vais vous expliquer un petit truc que je viens d'entendre. Voilà, quand monsieur Hollande va partir de la présidentielle, il va se retrouver, comme il a été maire de Tulle, avec 6 000 euros bruts. Il va toucher une somme, comme il a été député pendant 20 ans, 6 800 euros bruts. Comme il a été président, il va toucher 6 000 euros brut. Magistrat pendant 3 ans, cumule des points, il a continué à cumuler ses points, 5 000 euros. Comment voulez-vous que cette personne-là comprend les gens qui touchent 2 SMIC quand ils travaillent à 2 dans un couple? Mais c'est une honte. Mais c'est honteux. Est-ce qu'ils vont arrêter de cumuler l'argent comme ça? Au revoir. Voilà pour vos coups de gueule sur l'actualité 39-21, le coin des râleurs. Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. On connaissait la voiture, le train ou encore l'avion pour se déplacer en France, mais depuis l'été dernier, depuis la fameuse loi Macron qui a mis fin au monopole public sur le transport de voyageurs, on peut désormais se déplacer dans notre pays en autocar. Alors voyager en bus, forcément, c'est pas cher, mais est-ce pratique et efficace? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre invité Florent Pommier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs et vous avez signé dans le dernier numéro cette enquête. L'autocar passe à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qui ressort de cette enquête? Est-ce que c'est plutôt positif les voyages en car que vous avez testés? C'est plutôt positif pour le car, effectivement. Depuis août dernier, c'est ouvert à la concurrence. Donc beaucoup de compagnies, beaucoup se sont engouffrés, ont pris l'autoroute, ont pris la route. C'est vrai, oui. Et donc il y a quasi 750 liaisons qui relient 2 villes en France. Donc c'est vraiment... Et plein de compagnies qui sont multipliées, hein, on les voit partout. Hein. Webus, Idebus, Flixbus, Easy Lines, Megabus, Starshipper. On peut en citer d'autres, beaucoup plus petites encore, mais ça c'est les grosses effectivement, et bien ça prend bien. Donc à peu près le trafic et le remplissage moyen c'est 30-40%, et pour un marché naissant c'est beaucoup. Alors vous les avez comparés, ces lignes de car, évidemment au train de la SNCF et puis également au covoiturage, parce que ça se développe beaucoup avec les sites comme Blablacar par exemple, hein, c'est l'autostop du 21e siècle finalement. Donc qu'est-ce qui ressort? Est-ce que c'est plus avantageux de voyager en car plutôt qu'en train? Au niveau tarif, ça c'est une évidence. Si on regarde que les prix, effectivement, c'est sûr. Par exemple, tiens, un Paris-Lille. Paris-Lille, ça peut être 5, 7, 10 euros en car. Ça dépendra de la compagnie et du moment, parce que ça varie aussi. Alors en TGV, fonction du remplissage. Paris-Lille, qui est la ligne la plus chère de France, un billet de TGV, ça peut aller jusqu'à 100 euros. Hein. Oui, au bas mot. Ça peut être aussi 30 si on s'y prend tôt, ou 25, mais 25 euros, mais il faut s'y prendre tôt. Alors que le car, on peut avoir des prix assez avantageux jusqu'à 2 semaines, 1 semaine, voire même 4-5 jours avant le départ. Donc c'est ça qui est avantageux. Le prix, en revanche, ce sera plus long. Paris-Lille, par exemple, si on reprend cet exemple, c'est au bas mot 3 heures en car. Hein. 3 heures en car, ah oui, c'est 1 heure en train, donc forcément... 1h10 en train, voilà. Quand on dit que le temps c'est de l'argent, là on y est là. Voilà, c'est exactement ça. Mais néanmoins... Même 3 heures en car contre 2 heures en voiture, donc le car roule ça plus peut lentement. être 4 heures aussi, oui. Donc il roule sans plus les bouchons. lentement, d'accord, sans les bouchons. Mais vous avez du confort, que vous n'avez pas forcément dans une voiture en covoiturage, ça dépend ce que vous cherchez. Et puis bien sûr, alors le confort, vous l'avez aussi dans le train, mais il faut y mettre le prix. On va revenir au car, justement, le confort des cars, vous l'avez testé, c'est très différent d'une compagnie à l'autre? Le confort, pas réellement. Hein. Ils ont tous, à peu près tous, investi dans des sièges plutôt larges. Il y a des toilettes modernes en général. Les toilettes en général, c'est pas mal. C'est mieux. Il y a du Wi-Fi aussi en général, mais pas dans tous. Ça peut être. Ah oui, du Wi-Fi, on peut être sur Internet pendant qu'on est dans le car. Le Wi-Fi en accès. Et ça marche bien. Ça marche plutôt bien, oui. D'accord, ça par rapport au train, on n'a toujours pas le Wi-Fi dans les trains, donc c'est un point positif. Dans le train. Ça va venir, mais c'est pas encore ça. Et donc compagnie par compagnie, on peut les citer. Donc vous avez testé Flixbus, Easy Lines, Megabus, Webus, Starshipper. Donc les 5, on va dire les plus grosses
aujourd'hui sur le marché. Alors laquelle est la meilleure? On peut pas dire qu'il y en a une meilleure que l'autre. Disons elles se valent à peu près toutes, sauf que certaines vont être très très présentes. EasyLines par exemple, Ouibus et Flixbus, ces trois-là ont l'offre la plus large, la plus termes de liaison, hein, en termes de liaison entre deux villes. Et on peut tout faire justement. On peut faire des liaisons entre deux villes moyennes, un Toulouse-Limoges par exemple, qui est impossible à faire en train. C'est possible, mais c'est possible en train, mais c'est effectivement en passant par Paris, hein, honnêtement. Non, pas toujours, mais ce qui est intéressant justement avec le car, c'est que vous avez des liaisons complètement, on va dire, uniques, nouvelles, improbables peut-être, si on veut aller par là, effectivement, entre deux villes moyennes, pas desservies par le train, ou alors il faut faire 2 correspondances, et ça va être super long. Oui, ça c'est l'intérêt, ça va être souple puisque ça va être direct. Hein. Voilà, un train direct, ça peut être un car direct, pardon, entre mettons Bayonne et Marseille. C'est compliqué en train, par exemple. Donc ça, c'est un vrai avantage des lignes de bus aujourd'hui. Ou un Strasbourg-Marseille, mettons. Ouais. C'est un gros avantage des lignes de car, effectivement. Ouais. En termes de prix, donc on l'a dit, c'est très très économique, hein, puisqu'il y a des billets qui commencent à 5 €. Voire à 1 € même. Des trajets à 1 €, oui, ça c'est sur Mégabus. Ça va pas durer très longtemps. C'est des offres promotionnelles? C'est pour attirer les gens, effectivement, pour attirer le. Mais pour 1 €, on fait quoi comme trajet? Eh ben pour 1 €, on peut faire un Paris-Lille. Hein. Alors c'est complètement, ça paraît dingue, mais bon, ces prix-là, il y en a. Là, ils cassent les prix, hein, honnêtement. Ils cassent les prix pour attirer. C'est classique. Ils cassent les prix pour se faire connaître. Ça va finir par augmenter un petit peu parce qu'ils peuvent pas être rentables à ce prix-là. En termes d'horaires, par exemple, ce sont des horaires avantageux ou pareil, il faut circuler à des heures improbables, je sais pas, avec des départs la nuit? Il y a des horaires avantageux et il y a aussi des départs la nuit, ça évite les embouteillages, mais bon, il faut quand même être prêt à se lever à 3 heures pour partir à 4 et faire un trajet de 4-5 heures. Bon, voilà, il faut être très très matinal. Mais il y en a aussi pas mal en journée de trajet, donc faites des comparatifs, allez sur plusieurs sites, vous aurez des offres qui correspondent à vos besoins, mais voilà, il faut prendre le temps parce que ça prend du temps de prendre le car. Mais donc pour qu'on comprenne bien, est-ce que c'est plus avantageux? Est-ce que c'est un bon compromis finalement entre le train et la voiture? C'est franchement un bon compromis. Aujourd'hui, avec les prix lancés par ces nouvelles compagnies, oui, franchement, essayez le car, vous verrez. Si ça vous plaît pas, vous reprendrez le covoiturage ou le train, mais le car aujourd'hui, oui. Mais forcément plus avantageux, ça c'est le point qu'on aura noté. Anissa, vous avez déjà fait un voyage en car, hein? J'ai essayé. Une liaison Paris-Clermont-Ferrand? Limoges. Paris-Limoges. Ah bah on parlait de Limoges tout à l'heure justement. Alors oui, la Wi-Fi marche pas sur tout le trajet, pas toujours bien. Il y a des coupures. Et vous dites la Wi-Fi donc? La Wi-Fi et puis le confort. Quand on est habitué au train, on a un petit peu plus de place dans le train que dans le car. Ça dépend des cars justement. Alors j'en avais un qui était pas bien. Alors. Merci beaucoup. On retrouve cette enquête dans le dernier numéro de 60 millions de consommateurs. Florent Pommier, journaliste à 60 millions de consommateurs, était notre invité ce matin dans le Grand Direct de l'Actu. On se retrouve dans un instant avec le Grand Direct de la santé et une spéciale sport ce matin. À tout de suite.